Troisième et dernier épisode de notre mini-série des deux vieux messieurs qui ont aimé la même femme trop tôt disparue, laquelle finalement les a réunis dans son souvenir, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent, à peine sortis du cimetière, qu'ils étaient complémentaires en presque tout. À la fin, ils ont rejoué la parabole de la tête et des jambes, de l'aveugle et du paralytique. Ça, c'est l'avant-dernier numéro. Il y en avait un, Robert, qui bricolait tout le temps, qui portait des charges lourdes et qui montait sur les fenêtres pour réparer les volets, et l'autre qui faisait plutôt les papiers sur Internet. Eh bien, il y a un dernier épisode à cette histoire, en tout cas un épisode suivant, c'est la tuile imprévue, la punition pour le monsieur dominateur Marcel, là, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, qui était jaloux de sa femme tout en la négligeant, qui n'était pas très heureux dans la vie. La première partie de la punition de Marcel, c'est que l'autre, Robert, le type bien bâti, qui croit en Dieu, qui fait son jardin, qui bricole, n'est pas du tout dépressif. Et comme toujours, quand il y a deux personnes dont l'une voit tout en noir et l'autre tout en rose, eh bien, c'est le noir qui essaye de déteindre sur le rose, c'est systématique. On compte plus les associations de retraités où, par pure perversité, le neurasthénique de la bande essaye d'entamer le moral des autres en disant « mais ça vous passera avant que ça me reprenne, ça sert à rien tout ça, de toute façon tout le monde va finir au cimetière, etc. » Ça, c'est le syndrome Houellebecq. Gustave m'a expliqué un jour que si ce Houellebecq avait du succès, c'est parce qu'il flattait la tendance neurasthénique des gens. Les gens dépressifs ont toujours eu beaucoup de talent pour rendre les autres comme eux. Ils essaient de les tirer vers le bas. Ça justifie leur angoisse en quelque sorte. Tant qu'on va être malheureux et anxieux, ils voudraient que tout le monde le soit en même temps. Or, cette fois, par un phénomène assez étonnant, c'est plutôt Robert, l'optimiste, qui a paru gagner la partie, et l'autre passait son temps à dire des choses qui témoignaient qu'il était sensible à ce côté insouciant, frimeur, physiquement frimeur. Par exemple, Robert allait chercher son bois en tongs le matin, et parfois en short, même dans la neige, au risque d'attraper une congestion pulmonaire. Ça, c'est l'autre aspect. Le vieux Marcel, qui faisait de l'Internet tout le temps, n'arrêtait pas de craindre pour sa santé, pour la santé de son copain, et passait son temps sur les sites médicaux, tandis que l'autre n'y pensait même pas. Du coup, à la fin, Marcel devenait hypocondriaque pour deux. Il lui disait « ne prends pas froid », en gros. De temps en temps, Robert partait avec sa vieille moto de trial, celle qu'il avait héritée de son fils unique, Mario au Mexique, pour aller dans les bois se promener, sans casque évidemment, à 76 ans. Et l'autre, qui a un accent terrible, disait « Mais si jamais il se plante, on le retrouvera dans 6 mois séché comme un hareng ». Mais on voyait que l'idée, en même temps, lui faisait horriblement mal au cœur à ce Marcel. Du coup, il aurait voulu empêcher l'autre de circuler avec cette moto. Mais c'est assez complexe, m'a dit Gustave, à l'époque, parce qu'on a l'impression qu'il est fier de lui quand même. Alors là, Gustave et moi, nous avons divergé à l'occasion d'un incident. Et pour une fois, c'est moi qui ai été sévère pour le vieux Marcel. Et lui, Gustave, qui a été indulgent. Il se trouve que Robert, le fier à bras, là, le matamor toujours souriant, s'est cassé le bras avec sa petite moto dans un bois tout à côté. Il est donc rentré au village à pied, le bras en escalier, et comme c'était un gros avant-bras, c'était un gros escalier, mais il disait qu'il avait pas mal, et c'est moi qui suis allé chercher la moto. On l'emmène à l'hôpital, ce vieux de la ville voisine, lui et Marcel. Le vieux Marcel engueulait tout le monde aux urgences et disait à l'autre « Ils vont bien te soigner, tu verras, mais tu es con quand même ». Alors on lui met une plaque en métal, retour au village et là, conversion morale. C'est là que Gustave et moi, nous n'interprétons pas les choses tout à fait de la même façon. Gustave, lui, pense que Marcel, le Mossad, est content de découvrir la satisfaction de servir autrui, de lui apporter des choses, de fermer ses volets, de faire ses courses, parce que c'est un peu il a perdu le bras droit, l'autre. Et le chirurgien, en plus, a dit « Je vous préviens, il ne faut pas forcer, parce que si vous allez au-devant de graves ennuis, il y a quand même une plaque. » Du coup, Marcel lui rappelle sans arrêt « Tu te souviens de ce qu'a dit le docteur, tu as quand même une plaque. » Mais mon interprétation à moi est plus sévère. Je pense que Marcel est content, au fond, d'avoir dompté la partie animale de Robert, qui l'inquiétait un peu. Une fois Robert infirme, comme ça, pendant 2 mois, il peut continuer son travail de sape moralement tout en se rendant indispensable et lui dire en somme, tu vois bien que tout est fragile dans la vie, que nous sommes tous voués à finir sur un lit d'hôpital. Aux dernières nouvelles, Robert demanderait à toutes les femmes du village d'embrasser son plâtre avec du rouge à lèvres. Et comme il est l'un des rares hommes qui va à la messe quand il y a une messe, il a remercié le bon Dieu de ne s'être pas tué, alors que l'autre, s'il y croyait au bon Dieu, l'aurait maudit plutôt pour l'avoir laissé infirme. Donc pour l'instant, entre l'optimiste et le sinistre qui ne pense qu'au cimetière,
Il y a match nul, mais la partie n'est pas finie. Je vous en reparlerai quand il sortira du plâtre, et peut-être même avant, parce qu'il y a toute la saison au jardin qui est foutue, à moins que Marcel ne consente à cultiver les patates de l'autre au lieu de faire de l'Internet. Tout est possible. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'en sais davantage. Abonnez-vous, merci. C'est une discussion qui a commencé à propos de livres entre Gustave et moi dans sa boutique minuscule, qui n'est vraiment pas le genre d'endroit où on consulte les ouvrages et où on fait salon. C'est plutôt celui où il les dépose entre deux ventes sur les marchés. Il ne m'avait jamais parlé de Cesare Battisti, l'activiste italien qui a tué un boulanger entre autres et qui a fracassé les jambes de plusieurs personnes à coups de revolver pour leur apprendre les vertus du prolétariat. Il ne m'en avait jamais parlé parce que ça réveillait des souvenirs douloureux à l'époque, c'est-à-dire les années 70. Gustavo, bien que né en France et bilingue, avait cru que c'était le grand soir en Italie. Il était donc allé camper dans les universités et il avait fréquenté beaucoup de monde. Mais c'est justement à cause de personnages comme Battisti qu'il avait fui ce pays de névrosés, m'a-t-il dit. Et rien que le souvenir de ce qu'il avait entendu là-bas, dans la détermination et dans la cruauté, lui était encore un cauchemar ici. En plus, il connaissait plus ou moins des assassins de ce genre à l'époque. C'est pour ça qu'il m'en a jamais parlé, ni l'an passé, quand Cesare Battisti a été défendu bec et ongle par les intellectuels de gauche français qui disaient que pas du tout, il n'y avait rien fait, ni quand il a trouvé refuge au Brésil, ni quand l'actuel gouvernement italien a réclamé son extradition il y a quelques mois. Mais là, il vient de m'en parler parce que il avait écrit, ce Battisti, un roman policier que devaient publier les éditions du Seuil à Paris et que ce roman lui avait été arraché, inspiré, j'ai pas très bien compris, par une femme qui écrivait elle-même des romans policiers, une certaine Fred Varga, que Gustave détestait littéralement. J'ai déjà dit plusieurs fois que Gustave ne pouvait pas supporter les romans cruels et les polars en général. Il disait que c'était le caniveau de la littérature. Et cette Fred Varga lui déplaisait, mais alors particulièrement parce qu'elle était très très à la mode dans le genre cruel et qu'elle se répandait en prenant le sang à la légère. Par exemple, ça m'avait frappé, il racontait qu'il avait entendu cette idiote raconter elle-même comment lui était venue l'idée avec sa sœur d'un roman qui commençait par 2 pieds coupés au niveau de la cheville et qu'on retrouvait sur une plage. Mais surtout, elle faisait partie, m'a-t-il raconté, de la gauche parisienne branchée qui trouve que ce serait pas mal d'extrader Julian Assange, que ce serait une bonne idée, parce qu'il contribue à déstabiliser le monde libre et radieux selon Hillary et Macron, en balançant des fake news sur le financement de leur campagne. Et d'ailleurs, n'a-t-il pas violé 2 Suédoises, etc. Alors, le type est toujours sous la menace d'une extradition et toute la gauche française le laisserait volontiers disparaître dans les prisons américaines. Eh bien, c'est la même gauche humaniste à 20 000 par mois qui donc a milité littéralement pendant les mêmes années pour nous expliquer que le malheureux Cesare Battisti était victime des circonstances, celles qui l'avaient poussé à flinguer à bout portant 4 personnes en 78. Vous allez me dire, mais non, pas du tout, il ne l'a jamais fait, il disait que l'enquête avait été bâclée. Manque de peau, 5 ans après, coup de théâtre, la justice suédoise laisse tomber le montage grossier sur le prétendu viol des 2 filles par Assange, mais le président du Conseil italien lui réclame et obtient l'extradition de Battisti. À qui se fier, n'est-ce pas? Mais on va se battre. Hein. Guy Bedos, Jacques Lang et toute la clique qui nage dans l'oseille, Fred Varga en tête, vont se battre pour clamer l'innocence de Battisti, comme naguère celle de Roman Polanski. Pour un peu le mec, me dit Gustave, il aurait présidé le jury du festival policier de Cognac. Hélas, notre homme déclare au juge qu'il a un truc à leur dire, c'est qu'il a bel et bien tué 4 personnes, avant de trouver refuge commodément dans la France de Mitterrand, puis dans le Brésil socialiste. Alors Gustave m'a interrompu au milieu d'une phrase où j'essayais de lui dire que c'était un cas d'envoûtement. Ce Battisti était un gourou hypnotiseur. Il avait réussi à convaincre tous ces gens qu'il était innocent. Mais il m'a dit, attends, tu crois que les gens comme Lionel Jospin, par exemple, qui était dans la mouvance trotskiste-lambertiste, et tous les trotskistes en général qui ont envahi les journaux à Paris sous Mitterrand, parlaient d'autre chose à l'université que de tirer à bout portant sur les élites? C'était leur credo, ça, prendre le pouvoir par l'assassinat et par la terreur. Et maintenant, on vient nous dire que s'ils avaient su, ils n'auraient pas défendu Battisti. Mais la vérité, c'est qu'ils savaient, parce qu'ils lui ressemblaient. Donc en l'absolvant, ils s'absolvaient eux-mêmes. En fait, c'est de la couverture, c'est de la non-dénonciation de crimes, comme pour Monseigneur Barbarin, mais c'est pas puni de la même façon, visiblement. Abonnez-vous, merci.
Un peu au nord du département, j'ai des amis châtelains et parisiens à la fois, c'est-à-dire qui viennent passer toutes vacances confondues, enfants, belles-sœurs, etc., 3 mois au château, et le reste du temps, ils habitent à Paris. C'est une famille nombreuse, ils ont des revenus normaux, donc c'est pas des seigneurs. En plus, leur château est tout gris et tout glacé, il ressemble davantage à une forteresse qu'à Chenonceau. Mais lui, le propriétaire, a une petite entreprise et il déteste les gilets jaunes par principe, sans trop réfléchir, parce que Macron, c'était le seul choix favorable aux entrepreneurs, etc. Il n'allait pas plus loin dans la réflexion. À quoi je me suis permis de lui répondre depuis quelques semaines, quand tu vois l'état des rues de Paris le lundi matin, et l'état du pays en général, tu finis par te demander quand même si c'est vraiment le meilleur choix pour les entrepreneurs. Mais je ne veux pas réveiller une blessure douloureuse, lui ai-je dit. L'autre jour à table, il m'en reparle et me raconte une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse. Il faut savoir que, comme tous les gens qui ont passé la soixantaine dans un certain milieu, mon ami Frédéric, avec ses 6 enfants et ses 2 voitures, est incapable de changer une roue ou de réparer un vasistas. Mais comme il a ce qu'on appelle le contact, comme dit sa fille, tout le monde l'adore et lui rend volontiers des services, et notamment son homme à tout faire, qu'il rétribue quand même localement, et qui s'appelle Jean-Mi pour Jean-Michel, à qui il donne une enveloppe tous les trimestres pour s'occuper de tout, et qui est un type de 40 ans qui sait démonter une pompe à eau, un embrayage, qui a construit lui-même sa maison et qui travaille sur un chantier de travaux publics à mi-temps. Mon ami Frédéric, le châtelain, a toujours insisté pour qu'il vienne occuper, lui et sa femme Irène, un appartement qui est réservé aux enfants de passage à Paris et qu'il a gardé à 2 pas de chez lui dans le 16e. Et dans son esprit, ça voulait dire, non sans un peu de condescendance, une condescendance qu'il m'a avouée volontiers comme ça, vous reverrez la Tour Eiffel, vous ferez le parcours des provinciaux à Paris, Montmartre, tout ça. Et là, me dit Frédéric à table, un jour Jean-Mi me dit « Est-ce que ça tient toujours votre offre de venir à Paris ?» Où il n'avait jamais mis les pieds depuis l'âge de 20 ans. « Parce que je viendrai bien le 16 mars avec ma femme, on a 2 ou 3 collègues qui font le déplacement. » Alors mon ami Frédéric, en racontant la scène à table, se donnait le mauvais rôle avec sa voix un peu snob. Il m'a dit, au début, je n'ai pas percuté. Il m'a dit, le week-end du 16, alors j'ai dit que j'étais là, Geneviève était là, on a dit oui. Et voilà-t-il pas que ma femme lui parle la veille ou le jeudi pour lui dire « Ah, on n'avait pas réfléchi, j'espère que ça ne vous fait pas peur. Ils ont prévu une manifestation monstre à Paris pour la fin du grand débat et nous sommes au bord du quartier des Champs-Élysées. » Et Jean-Mi me répond, me raconte-t-il, en croyant que je plaisantais, et moi j'ai cru qu'il plaisantait lui-même, comme ça on sera plus proche du quartier à Macron pour aller gueuler. Alors ils arrivent, Geneviève, donc sa femme, leur donne les clés, il y avait un autre couple qui allait s'installer à Bagnolet, et tout ce monde-là était en gilet jaune. Stupeur, et là me raconte-t-il, ça a été quand même un peu dur de leur faire admettre que le gilet, fallait le mettre le samedi midi, mais que dans mon immeuble et dans le quartier, c'était pas trop le genre. Et quand on en a parlé avec Geneviève, on s'est dit, mince alors, même si Jean-Mi est en gilet jaune, on n'a pas tout compris. Et c'est à moi qu'il a demandé l'explication, puisque je vivais en Somme parmi les ploucs toute l'année, et il a tenu à ajouter à titre préventif, je comprends pas, il vit très bien Jean-Mi, il a 2 boulots, il fait un peu de black, oui mais il y a des choses qu'il ne t'a pas dites. Ah bon, sa fille Léa a été agressée à Montpellier avec une amie, lui dis-je, l'autre a eu une fracture du crâne, les agresseurs étaient ultra connus de la police, mais intouchables, mais il n'a pas osé te faire le portrait des agresseurs parce que tu es un aristocrate socialiste et que tu ne veux pas entendre certaines choses, et encore moins les voir. Tu ne vois pas, lui ai-je dit encore, qu'au marché de Najac, où tu vas acheter de l'estragon et des tomates avec ton monde sous le bras, il y a un stand de la France Insoumise. Tu ne vois pas que 80% des gens qui t'entourent au marché gagnent 1 000 € par mois dans le meilleur des cas, et que le seul des bourgeois, la seule réaction des bourgeois dans ce genre de cas, c'est « oui, mais ils n'ont pas de loyer ». Tu ne vois pas qu'ils sont offensés, et je continuais, à domicile par des animateurs télé qui s'adressent directement à leurs enfants pour leur dire « fais sortir tes parents, je vais te dire ce que tu vas faire, on va se marrer ». Ils regardent des journaux télévisés qui sont entrecoupés par des pubs en anglais qui essayent de leur vendre des voitures à 30 000. Alors tu comprends, lui ai-je dit encore, que Jean-Mi, même s'il va à la messe, même s'il te respecte parce que tu as des principes, ne respecte aucunement ceux qui nous gouvernent parce que eux, ils n'en ont aucun. Donc lui, il est fidèle aux principes dans lesquels il a été élevé, mais toi, en accordant ta confiance à un type qui invite à Las Vegas sur fonds publics pour vendre ensuite les biens de l'État à ses complices, eh bien tu n'es pas du tout dans les valeurs de ton propre père.
la fin du dîner a été un peu fraîche parce qu'il a compris, ce Frédéric, à demi-mot, que Jean-Mi m'avait tenu ce langage à son sujet, mais je ne regrette rien. Abonnez-vous, merci. J'ai assisté l'autre jour à une discussion, enfin si on peut dire, à un échange verbal assez vif, mais qui est resté jovial, entre Gustave et la nommée Cindy, dont je vous ai parlé une fois. C'est une fille complètement vulgaire, qui porte ses enfants en bandoulière, de 3 pères différents, qui habite un micro HLM, des appartements, vous savez, refaits à l'entrée du village, qui est coiffée de manière impossible avec des mèches et qui ne supporte pas les vieux en général. Donc les gens comme Gustave et moi, d'abord parce qu'ils lui rappellent son grand-père, hein, et qu'ils lui disent tout le temps comment vivre. Donc déjà, on pourrait argumenter, mais je préfère m'en garder directement avec elle, que si elle avait su comment vivre, elle n'en serait pas là. On la verrait pas, par exemple, de temps en temps complètement saoule avec une poussette à 2 places, assise sur le banc violet devant les jeux pour enfants, à pianoter sur son téléphone rose et argent. On la verrait pas tambouriner à la porte de sa voisine pour lui dire « Est-ce que je peux me réfugier, c'est vous, parce que mon ex a dit qu'il débarquait dans 3 minutes ?» La voisine qui m'a raconté la chose m'a dit, j'ai eu envie de lui demander mais quel ex, parce qu'il y en a pas mal, et accessoirement j'ai voulu savoir ce qu'elle avait fait de ses enfants pendant ce temps-là. Mais dès qu'il est arrivé, le type, l'ex, là, elle s'est jetée sur sa voiture, enfin vous le connaissez d'ailleurs, l'ex c'est Alain, m'a-t-elle dit, et elle a voulu la rayer avec un caillou, et du coup lui l'a frappé, le maire qui passait les a séparés, il a dit à Alain, tu arrêtes de la taper, si je raconte ça à un gendarme, tu vas prendre 2 mois ferme. Donc le Alain s'est calmé, et tout ça c'est le récit de la voisine, hein. Donc on va revenir au mien. Je vais vous raconter donc la dispute qui a opposé cette Cindy et Gustave un jour devant le présentoir à cigarettes au bar, parce qu'elle disait à la serveuse qu'elle n'avait pas fini la saison 4 de Game of Thrones, et là, Gustave a joué les vieillards complètement ignorants, alors qu'il savait parfaitement de quoi il s'agissait. Il a dit « Game of Thrones, Game of quoi ?» Alors la serveuse a haussé les épaules à son tour pour dire à Cindy « Fais pas attention ». Et là, elles se sont mises à parler toutes les deux de leurs séries favorites. L'une, c'était Doctor Who, l'autre Broad City, la première est repartie sur Hunger Games. Enfin, il y en avait des dizaines. Et moi, pour rire, j'ai demandé à Gustave « Alors, tu les connais, toutes ces séries ?» Et il a dit « Oui, j'en connais 2, mais les autres, non, je dois reconnaître. Mais moi, j'ai pas assez de temps à perdre pour m'intéresser à ces conneries. » Alors cette légère pique agressive a trouvé sa réponse immédiatement. La fameuse Cindy lui a dit « Ah ouais, et tu connais lesquelles de séries ?» Bon, alors déjà, cette Cindy a 25 ans et elle tutoie Gustave. Il pouvait donc pas laisser passer ça. Il lui a dit « Si nous avons gardé les cochons ensemble, essaye de te souvenir quand et où, parce que là, ça m'intéresse. » Ensuite, il a dit « Oui, je connais très bien Game of Thrones et Hunger Games. » Et là, c'était surréaliste parce que vous aviez une illustration du talent de Gustave, qui est un mémorisateur prodige. Évidemment, il n'avait pas vu les séries en question, mais il connaissait leur scénario. Et quand la pauvre Cindy lui a demandé « C'est ça, puisque tu es si fort, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur dans Game of Thrones ?» il a répondu « Les sauvageons. » Et il est en quoi le mur ? Il est en glace. Etc., etc. Et pareil pour Hunger Games, elle a multiplié les questions, il a répondu à tout, et là, Gustave s'est adressé à moi pour m'expliquer en quoi cette mode des séries, des saisons, etc., était un désastre pour l'esprit. Alors je me suis attendu à ce qu'il blâme l'inspiration assez moyenâgeuse, assez violente, assez bas de gamme, en fait, de la plupart de ces machins-là, mais il m'a dit non, il y en a plein d'autres de ces séries assez raffinées et pas du tout moyenâgeuses. Mais le principal problème, c'est pas du tout le contenu, c'est la multiplicité des niches sociologiques. Autrefois, tu avais 1 ou 2 chaînes de télé qui faisaient le plein nationalement, tous les soirs, 10 millions de personnes, qui regardaient le même programme ou le même film, et film qui, généralement, par son sujet, était assez fédérateur, forcément assez unificateur, parce qu'il y avait peu de chaînes. Et le lendemain, dans les bureaux, les ateliers, les cours d'école, tu avais 100 interprétations et discussion sur ce qu'on avait vu la veille, parce qu'on avait vu la même chose, oui, mais on ne l'avait pas vu de la même façon. Donc on devenait soi-même, pour chercher son originalité, on trouvait son originalité par rapport aux autres à propos du même truc. Un peu comme à l'époque où tout le monde lisait Les Trois Mousquetaires, mais où personne n'avait la même lecture. Tandis qu'aujourd'hui, tu as 100 programmes différents, extrêmement variés, qui s'adressent à toutes les catégories de population, mais les gens, le lendemain au bureau, n'échangent plus rien puisqu'ils n'ont pas vu la même chose de toute façon, alors que curieusement, quand ils discutent sur un truc de l'actualité, là ils disent tous pareil. Ce qui prouve que leur originalité n'a jamais pu éclore.
Alors là, Cindy a levé les yeux au ciel et a dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, etc. Et elle est partie. Mais comme toujours, Gustave a eu le mot de la fin. Il a dit, elle zappe même entre les pères de ses enfants. Alors comment tu veux qu'elle sache qui elle est? Et la serveuse, avec mauvaise foi, par pure solidarité féminine probablement, lui a dit, mais c'est pas une ambition dans la vie savoir qui on est. Et Gustave m'a regardé d'un air de dire, est-ce que j'ai bien entendu? Et j'ai hoché la tête, hélas. Abonnez-vous, merci. L'avantage d'avoir un ami érudit, mais surtout qui lit tout ce qui se passe et qui retient la plupart des choses, c'est qu'il arrive toujours à mettre en rapport ce qui se passe avec ce qu'il a lu, avec ce qui s'est passé autrefois. En plus, il est italien d'origine, ce qui pour le sujet, nous parlons évidemment de Gustave, ce qui pour le sujet qui nous occupe, un sujet grave et très important parce que l'Italie a une longue tradition en la matière. Quelle matière, me direz-vous? Eh bien, quand on a commencé à parler d'enlèvement d'enfants pour alimenter un trafic d'organes, on a oublié, mais ça faisait partie des premières choses qui ont été dites, le trafic d'organes. Gustave a réagi dès le premier jour, il m'a dit, là, les journaux mélangent tout exprès pour t'empêcher de voir l'essentiel, c'est que le trafic d'organes, ça existe bel et bien en Europe du Sud, et notamment au Kosovo. Donc quand tu hurles et quand tu fais hurler la presse à propos des campagnes de dénigrement et des expéditions punitives contre les Roms, tu as l'air de nier jusqu'à la réalité du trafic d'organes dont il allait être question. C'est assez commode. En provoquant donc l'indignation sur une légende urbaine, tu te déchaînes contre des mensonges, des inventions, mais tu aveugles aussi les gens sur une réalité, et la presse fait ça tout le temps, elle s'agite devant ce qu'il y a à voir. Ensuite, la presse ne fait pas son travail parce qu'elle est paresseuse, elle aurait pu voir deux choses, mais il faut être un peu cultivé, puis va demander ça à une journaliste de LCI par exemple. Il fallait voir que l'enfant volé par des gitans est un archétype très ancien de la culture occidentale. On a plein de cas en Europe de l'Est, on a une nouvelle de Cervantes, on a le joueur de flûte de Hamelin, où c'est pas un gitan mais un étranger de passage qu'on a mal accueilli et qui vole tous les enfants sur un mode symbolique. Et puis il y a toutes les razzias turques dans notre histoire, surtout en Italie, et complètement nourries, même dans les fourberies de Scapin. Je me permets, me dit-il, de te rappeler que le fils de Géronte est prétendument enlevé par les Turcs, ce qui prouve qu'à l'époque, c'était monnaie courante. Mais surtout, la même flambée de folie à propos des enlèvements d'enfants, quand tu lis, me dit-il, la presse italienne, a eu lieu l'an passé, et l'année précédente d'ailleurs, à Naples surtout, à Rome en 2014. Mais la chose intéressante là-dedans, c'est que dans les affaires italiennes, c'est toujours le même schéma. L'Italien de souche, le Napolitain par exemple, accroché à sa ville, fantasme sur le vol d'enfants par des gens venus d'ailleurs, des migrants en somme. Donc là encore, c'est de l'archétype pur. Mais en France, là, au nord de Paris, si j'ai bien compris, c'est pas vraiment les Français de souche qui reprennent le vieux schéma de l'étranger de passage qui vole les enfants, ce sont les immigrés eux-mêmes, pour les 9/10 d'entre eux, et ça, la presse ne te le dit pas, ou alors du bout des lèvres. Le truc se passe pas ici ou à Châteauroux, mais à Saint-Denis. Donc tu te dis, pour quelle raison ces jeunes de banlieue, qui sont quand même dans un autre moule culturel que le vieil archétype européen en provenance du XVIe siècle, auraient-ils repris un vieux thème avec autant de violence pour aller jusqu'à chasser les Roms à leur porte? Alors je lui dis, et alors pourquoi? Je ne le sais pas plus que toi, me dit-il, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se serve de ça pour essayer d'écraser une communauté devenue envahissante. Envahissante pour qui? Pour ton business. Qu'il s'agisse de cambriolage, de trafic de drogue, ils cherchent peut-être tout simplement à éliminer des concurrents en criant au loup, en empruntant les vieilles recettes européennes qu'ils ont trouvées dans la tradition de chez nous. Et si c'est ça l'explication, ça fait quand même honte de voir la presse française donner dans le panneau en accablant une fois de plus le français de base pour son racisme ordinaire, etc. C'est comme pour l'antisémitisme, les seuls propos ouvertement enregistrés avaient un accent. La presse a eu du mal à nous faire passer l'application du type, vu son accent, comme représentatif de l'opinion du terroir français. Alors là, j'ai obligé Gustave à revenir au début de son affaire, parce que quelque chose m'avait troublé dans son raisonnement, c'était qu'il puisse y avoir un fond de vérité dans tout ça, dans toute cette affaire des Roms, à cause de ce qu'il avait dit sur le trafic d'organes. Au Kosovo, certes, mais il importe peu que ce soit au Kosovo ou en Seine-Saint-Denis, est-ce que, oui ou non, il y a un truc à creuser? Me suis-je dit.
Alors il me répond, écoute, moi, dans un pareil cas, je me souviens de mon côté de ce que j'ai lu dans la presse à Rome en 2008, en 2014. Moi, j'ai lu des histoires, me dit-il, qui auraient normalement dû conduire leurs auteurs aujourd'hui en prison pour fausses nouvelles, s'il n'y avait rien eu de vrai. Or, à Trieste, on a coffré une centaine de Roms en 2006, une centaine, pour avoir organisé un trafic d'enfants qui était utilisé pour la prostitution, le vol forcé en bande, et toutes sortes de laideurs dans le sud de l'Europe. Je ne l'ai pas inventé, me dit Gustave. Le procureur s'appelait comme mon beau-frère Pietro Grasso. Il y en a plein, la presse italienne, de ces affaires-là. Il suffit de chercher les archives sur Internet, mais personne ne le fait. Parce que là encore, le but de la presse en ce moment est de montrer que le méchant français est xénophobe, amateur de bobards, alors que ça, là, en ce moment, il s'agit d'une part des Français très particuliers quand même, très particulière, et d'autre part, il s'agit de craintes qui ne reposent pas sur rien. C'est pour ça qu'elles sont gênantes. Abonnez-vous, merci, on en apprend de belles dans cette chronique.